អង្គុយចុះ Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. Avant de donner la parole à la défense de Nunchia, la Chambre précise ce qui suit. Le document que la défense veut produire devant la Chambre et présenté aux témoins a fait l'objet d'une décision. La défense ne peut présenter ce document aux témoins, même si ce document est déjà au dossier. Le document ne figure pas dans la liste des parties. Les parties ne sont pas autorisées à utiliser des documents qui ne figurent pas dans la liste. La Chambre doit être informée à l'avance. La parole est au juge Lavergne. Oui, il y a peut-être eu un problème de traduction. Je crois que ce qui est important de noter, c'est que ce document n'a a priori à ce stade jamais été produit au débat. En anglais, it has never been put before the chamber until now. Donc, ce que la Chambre a vérifié, c'est le fait de savoir si ce document figurait sur des listes de documents que les parties auraient proposés pour être versés au débat. À ce stade, il n'apparaît pas que ce document ait été proposé à cet effet. Donc, si la défense de Nunchia entend utiliser ce document, elle doit, ce qu'à mon avis elle sait parfaitement d'ailleurs, elle doit en faire la demande, et elle doit faire la demande au titre d'un nouveau document qui serait produit au débat, sur la base de la règle 87.4, me semble-t-il. En expliquant notamment pourquoi ce document ne figurait pas sur la liste initiale qui aurait dû être déposée par toutes les parties. Le président. Je vous en prie, maître. Maître Pestman, merci. Les explications sont extrêmement claires. Monsieur le juge Lavergne, de toute évidence aussi, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes préoccupés car c'est quelque chose de nouveau, ce n'est pas de l'ancienne jurisprudence. En avril 2011, on nous a demandé d'établir la liste et telles n'étaient pas les instructions. À l'époque, le document existait, il était au versier, nous ne l'avons pas inclus dans la liste pour la bonne et simple raison qu'on ne nous a pas demandé de le faire. Nous ne demandons pas de présenter de nouvelles pièces, nous voulons simplement utiliser cette information pour mettre en cause la crédibilité du témoin. Je crois aussi qu'il y a une certaine confusion quant à la traduction en khmer du terme anglais « impeach ». Lorsque j'emploie ce terme, je veux dire mettre à l'épreuve la crédibilité du témoin. C'est tout ce que je veux dire par là. Lorsque j'enterne le mot « impeach », cela veut dire que je veux pouvoir mettre en doute ou mettre à l'épreuve la crédibilité du témoin. Nous allons déposer une requête concernant la question des documents. Nous pourrions le faire en coopération avec d'autres parties. Nous allons demander que l'on tienne une audience à ce sujet. Ça nous semble extrêmement important, mais nous y reviendrons plus tard. Je vais poursuivre mes questions. Monsieur le témoin, laissez-moi poursuivre. Est-ce que vous avez reconnu l'écriture apparaissant sur le document que je vous ai montré avant la pause?
Le président. La parole est au coprocureur. Monsieur le Président, je vous ai entendu prendre une décision concernant ce document. Je vois que maintenant, Maître Pestman pose une nouvelle question concernant l'écriture qui apparaît sur ce document. Je crois que ce document doit être retiré. Les mêmes règles sont applicables pour tout le monde et je ne crois pas que cette question puisse être posée. Je vous remercie. Le président. Effectivement, la Chambre s'est déjà prononcée là-dessus. La défense ne peut présenter ce document au témoin pour lui poser des questions. L'avocat a parlé d'une requête qu'il allait déposer concernant les documents. La Chambre a déjà rendu sa décision. De combien de temps avez-vous besoin pour achever votre interrogatoire? Car il y a encore d'autres parties qui doivent intervenir. Maître Pestman, je pense pouvoir finir aujourd'hui selon le nombre d'interruptions. Le président, vous parlez des interruptions que vous provoquez ou que provoquent d'autres parties? Vous pouvez poser vos questions à présent. La Chambre s'est déjà prononcée sur la question du document. Veuillez vous conformer à la décision déjà rendue par la Chambre. Maître Pestman, monsieur le témoin, saviez-vous que Keat Chun avait accompagné Norodom Sihanouk à New York pour y rencontrer Kurt Waldheim en 1975? Le président. Témoin, vous n'avez pas à répondre à cette question, car elle est dénuée de pertinence. Maître Pestman, puis-je demander des explications? Je ne vois pas en quoi la question serait dénuée de pertinence. Il s'agit d'une visite importante, effectuée auprès du secrétaire général de l'ONU, sous le régime des Khmers rouges. C'est aussi pertinent du fait du rôle de Keat Chun à B1, sur quoi j'essaye de faire la lumière. Ça aurait été plus facile d'utiliser le document, je n'ai pas pu le faire, maintenant j'essaie de contourner la difficulté, mais ça prendra plus de temps. Le président. La Chambre s'est déjà prononcée. À ce sujet, votre question est dénuée de pertinence. Le témoin ne doit pas y répondre. Si vous n'avez plus de questions, la Chambre entendra les autres avocats. Maître Pestman, comme vous le savez, j'ai encore d'autres questions et je continue. Monsieur le témoin. Keat Chun était-il chargé de prendre des notes lors des importantes réunions? Réponse. J'ai déjà dit à maintes reprises qu'il était chargé de prendre des notes. Je ne sais pas si ces notes étaient importantes ou non. Maître Pestman, monsieur le témoin, je voudrais vous montrer un autre document. Dont la cote est la suivante, D91/15. Je demande l'autorisation de présenter à ce témoin une page de ce document. D91. Le président. Veuillez patienter. Veuillez
voir si le document a déjà été versé au débat. La Chambre vient de se prononcer concernant un autre document. Elle a considéré que ce document n'avait pas été considéré comme un document pertinent. Vous avez dit avoir bien compris les explications du juge Lavergne. Veuillez indiquer le statut de ce document avant d'afficher ce document à l'écran. Maître Pestman, c'est un peu déconcertant que vous sembliez considérer que c'est un document qui n'a pas été produit devant la Chambre. Ce document, il en a été question de façon approfondie. Ce sont les coprocureurs qui en ont parlé. C'est le document D91-15. C'est une des déclarations du témoin. Il s'agit de la première annexe. Le président, dans ce cas, je vous en prie, allez-y. L'huissier d'audience est prié de faire afficher le document à l'écran et de remettre un exemplaire papier du document au témoin. La défense est priée d'expliquer pourquoi elle souhaite poser des questions en rapport avec ce document. Mr. Witness. La défense. Monsieur le témoin, je peux supposer que vous avez vu cet organigramme dans le passé, n'est-ce pas? Réponse. Je n'ai jamais vu ce document. Question. Ce document vous a été montré le 11 décembre 2007. Il était annexé à la déclaration que vous avez faite le lendemain. Les enquêteurs qui vous ont interrogé ont également indiqué vos commentaires sur la gauche, vos 9 commentaires concernant cet organigramme. Êtes-vous certain que cela ne vous dit rien? Réponse. Je pense ne jamais avoir vu ce document. Même si apparemment je l'ai signé, je ne l'ai jamais vu. Je vois qu'il y a de l'anglais sur cette page, mais je ne connais pas ce document. Maître Pestman, je suppose que je peux continuer car il a reconnu sa propre écriture. Le 11 décembre 2007, ce document a été montré au témoin. C'est le document E3-91. Je peux également, le cas échéant, vous donner les ERN. Sinon, je passe à la suite. Monsieur le témoin. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur ce document.
où le nom de Ket Chun est-il mentionné dans cet organigramme? À votre avis, est-ce que son nom apparaît au bon endroit? Réponse. Je ne peux pas vous indiquer l'endroit. Mon propre nom apparaît sur ce document, mais je n'ai jamais reçu d'exemplaire papier de ce document. Dès lors, je ne peux pas répondre à votre question. Maître Pestman, monsieur le témoin, vous avez signé le document, donc vous l'avez vu, vous en avez reçu un exemplaire papier. Ket Chun est cité dans la troisième colonne à partir de la droite. C'est la troisième personne citée à l'écran, c'est dans l'encadré rouge. La question est la suivante. Est-ce que son nom apparaît au bon endroit? Est-il correct d'indiquer son nom en tant que membre chef du département? Réponse. Laissez-moi répéter. Ce document, je ne l'ai jamais eu en ma possession. Je ne sais pas d'où il sort. Mon nom apparaît sur ce document, mais je ne connais pas ce document. Je n'en ai jamais reçu d'exemplaire. La défense. Je vais poursuivre. J'ai une autre question sur ce document concernant une autre personne. Hornam Hong. Je suis quelque peu déconcerté. Son nom est mentionné 2 fois dans ce document. À l'écran, son nom apparaît à droite, en bas. Il est indiqué que c'était l'ambassadeur du GRUNC à Cuba. Et on voit son nom également au milieu du document. Comme étant à B32 ou responsable de B32. Pouvez-vous expliquer le fait que son nom apparaisse 2 fois? Le président. Témoin, veuillez attendre. La parole est à la partie civile. Maître Pik Hang. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les juges. Concernant ce document, peut-être faudrait-il vérifier tout d'abord si le témoin a déjà vu ce document avant de lui poser des questions. Le président. Des questions ont déjà été posées à ce sujet et le témoin a dit ne jamais avoir vu ce document. Toutefois, sa signature et son nom apparaissent sur le document. Il y a le nom des interprètes et des enquêteurs. Et ceci concerne la phase d'instruction. Et donc, le document est considéré comme ayant été produit devant la Chambre. Si l'avocat veut poser des questions pour savoir si le témoin le connaît, il peut le faire. Si le témoin ne connaît pas ce document, eh bien, la Chambre avisera. La parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Il me semble que la dernière question qui avait été posée par le Conseil de Nunchea était un peu ambiguë dans le sens où
il s'agit tout de même d'un organigramme qui est établi et fourni par les enquêteurs du bureau des juges d'instruction, et lui demander d'expliquer pourquoi la personne se trouve à deux endroits. Moi, j'ai entendu la question comme étant un sous-entendu que ce serait monsieur le témoin qui aurait établi le tableau, et ce n'est pas le cas. Donc, je ne sais pas si la question peut être reformulée de manière à ce que cela ne sous-entende pas cette question. En tout cas, en français, j'ai compris cela. Merci. Le président. Merci. Effectivement, cet organigramme n'a pas été établi par le témoin. Les termes que l'on y trouve ne sont pas les termes employés par le témoin. En effet, ce n'est pas en khmer. Apparemment, le témoin comprend seulement certaines parties du document. En effet, dans ses réponses, il a dit qu'il ne comprenait pas tout. Par exemple, il a dit qu'il ne comprenait pas le point 9, à la différence des autres points, de 1 à 5, etc. Maître Pestman. Merci, désolé pour cette confusion. C'est un document qui, selon nous, a été établi par l'accusation, par des membres du bureau des coprocureurs. Par la suite, il a été employé par les enquêteurs au cours de la phase d'instruction. Bien entendu, ce document n'a pas été établi par le témoin. Celui-ci a apposé des commentaires lorsqu'on le lui a montré en décembre 2007. Dois-je répéter ma question? Témoin, voulez-vous que je répète ma dernière question? Ou bien est-ce que vous en souvenez? Réponse. Je ne m'en souviens pas et je n'ai jamais vu ce document. L'écriture manuscrite, je ne la reconnais pas. Cela vaut tant pour l'anglais que pour le khmer. J'ai obtenu certains documents et je me souviens uniquement des documents qui sont en ma possession et pas des autres. Maître Pestman, pouvez-vous expliquer pourquoi le nom de Ho Nam Hong apparaît deux fois à des endroits différents dans ce document? Réponse. Je ne sais pas pourquoi. Question. Est-ce que Ho Nam Hong était ambassadeur à Cuba avant son transfert à B1? Réponse. D'après mes souvenirs, il a été ambassadeur à Cuba. Il a été peu de temps à B1, mais il a passé beaucoup de temps à Bang Trabek. Question. Est-ce que B32, c'est l'équivalent de Bang Trabek? Réponse. Je ne connais pas cette appellation de B32. Question. Qu'en est-il de B30 et de B31? Est-ce que vous savez ce que ces appellations signifient?
Réponse. Je ne m'en souviens pas. Question. Vous avez dit aux enquêteurs et ensuite au co-juge d'instruction le 7 avril 2010 que Hong Nam-hong était à Bang Tra-Bek. Quel y était son rôle? Réponse. Je sais seulement qu'il était à Bang Tra-Bek. Il y avait été envoyé par Pang. Question dont le début est inaudible. Les derniers mots étaient président de B32. Réponse. Je n'ai jamais entendu dire qu'il était devenu président d'un endroit quelconque. Question. Pourquoi est-ce qu'on a donné une maison à Hor Nam-hong, près du monument de l'indépendance? Réponse. À ma connaissance, la situation a évolué. Les Vietnamiens approchaient. Je ne sais pas si Pang avait déjà disparu à ce moment-là. Le ministère des Affaires étrangères a demandé à Chim de l'installer dans une villa à proximité du monument de l'indépendance. Inmates. Question. Est-ce que tous les détenus à Bang Tra-Bek recevaient une maison non loin du monument de l'indépendance? Réponse. À l'époque, Bang Nam-hong et Bang Sarinchak ont été mis dans une villa. Et d'autres étaient en préparation pour aller travailler au ministère des Affaires étrangères, alors que d'autres étaient préparés à aller enseigner à des enfants ce qu'on appelle aujourd'hui l'école soviétique. Question. Pourquoi Hor Nam-hong a-t-il reçu un tel traitement préférentiel? Réponse. Je ne le savais pas. Question. Êtes-vous toujours en contact avec lui? Réponse. Comme je l'ai dit, Monsieur Chim l'a emmené. Je n'avais pas de contact avec lui, c'est Chim qui avait des contacts avec lui. Et après cela, c'était ceux du front qui avaient des contacts avec lui. Question. Je parle d'aujourd'hui, de 79 à aujourd'hui. Avez-vous toujours des contacts avec lui? Lui avez-vous parlé récemment? Réponse. Où dites-lui? Vous parlez de Monsieur Chim ou de Monsieur Hor Nam-hong? Réponse. Non, je ne l'ai jamais contacté. Question. Êtes-vous toujours en contact avec Kechun? Si, je dis que T'as entendu ce que vous avez dit? Est-ce que vous avez parlé de Chim dans la bande?
Réponse non. Question. Avez-vous peur d'eux? Réponse non. Question. Saviez-vous que Hor Nam-hong et Kechun ont été cités à comparaître par le juge d'instruction internationale quand le juge considérait que leur déposition était importante à la manifestation de la vérité? Le saviez-vous? Le président interrompt. Monsieur le témoin, vous n'avez pas à répondre à cette question. Can I ask for Le Conseil de la Défense. Puis-je demander une précision, des clarifications, les motifs de cette décision? Le président. Le témoin n'a pas à répondre, car il n'est pas en position de bien comprendre les motifs du dossier. Il est là pour déposer sur ce qu'il sait, ou ce qu'il savait à l'époque, en particulier quant à l'acte d'accusation et son rôle à titre de témoin. La défense. Monsieur le Président, comme vous le savez, nous avons toujours eu la position suivante. Il est important d'enquêter sur des possibilités d'ingérence politique dans ce dossier. C'est important. Nous allons continuer de le faire. Nous sommes d'avis que ce témoin a des informations importantes à ce sujet et qui pourraient être pertinentes. Le président. Le sujet de l'audience n'est pas l'ingérence politique. Il s'agit d'une audience pour entendre la déposition du témoin sur ce qu'il savait, ce qu'il sait, ce qu'il a vu, entendu. Ce témoin a été avisé de ses droits en qualité de témoin. La défense. Monsieur le témoin, savez-vous pourquoi Hor Nam-hong et Kechun ont refusé de déposer? Le président. Le témoin n'a pas à répondre à cette question. Cette question ne porte pas sur les faits qui sont le sujet de l'audience. La défense. Monsieur le témoin, savez-vous s'ils ont peur de déposer? Le président. Le témoin n'a pas à répondre à cette question. Maître Pessman. Monsieur le témoin, savez-vous s'ils ont reçu des instructions du Parti du peuple cambodgien ou tout autre agent gouvernemental leur enjoignant ne pas déposer et ne pas aider ce tribunal à découvrir la vérité? Le président. Le témoin n'a pas à répondre à cette question. La défense. Est-ce que le Premier ministre Hun Sen leur a dit de ne pas témoigner? Le président. Oui. La parole est à la partie civile. Maître Pikang. Monsieur le Président, je regarde l'horloge. Il ne reste que 20 minutes d'audience et une autre partie doit poser des questions aux témoins. Je ne sais pas si la défense de Nuncha a d'autres questions, sinon il faudrait laisser la parole aux autres parties. Le Président. Bon, le témoin n'a pas à répondre à la dernière question posée par le Conseil de la Défense. Cette question n'est pas pertinente pour votre déposition. Le Président poursuit. La défense de Nguyen Chia.
Peut-elle dire à la Chambre, indiquer à la Chambre de combien de temps elle a besoin pour terminer son interrogatoire du témoin? Veuillez utiliser votre temps de façon efficace. Le président, de combien de temps avez-vous besoin, Maître Pessman? La défense. Il me reste une question. Je pense que la réponse sera très courte, si même réponse il y a. Ma dernière question, monsieur le témoin, est la suivante. Il peut sembler évident pour nous de considérer que Han Nam-hong et Kei Chun sont des témoins très importants. Nous pensons qu'ils devraient être entendus en audience. Savez-vous si Han Nam-hong et Kei Chun veulent témoigner devant ce tribunal? Le président. Le témoin n'a pas à répondre à la question. Vous ne pouvez déposer sur ce qu'il pense. Maître Pessman. Bon, je regrette qu'il n'y ait pas eu de réponse. Je n'ai pas d'autres questions. Le président. Merci. La parole est à la défense de Khieu Samphan. Vous avez la parole, maître. Maître Kang Sam-on. Je vous remercie, monsieur le président. Bon après-midi, monsieur le témoin. Je m'appelle Kang Sam-on et j'ai des questions pour vous. J'aimerais que vous répondiez à mes questions afin d'informer la Chambre. Comme vous pouvez le voir, nous manquons de temps. Vous pouvez répondre au meilleur de vos connaissances. Des réponses courtes seraient appréciées. Tout d'abord, j'ai besoin de quelques précisions au sujet de votre rôle de garde du corps pour votre oncle Pol Pot. En particulier, j'aimerais que vous précisiez votre rôle d'avant avril 75. Ma question est, vous avez indiqué, en réponse aux questions des procureurs, que Pol Pot avait d'autres gardes du corps, en plus de vous, et un cuisinier. Il avait 2 gardes du corps personnels. Vous souvenez-vous de leur nom? Réponse. Au début de l'année 1975, on préparait l'endroit. Mon épouse était cuisinière et l'épouse de Bong Non-chia était là aussi. Et un des gardes du corps s'appelait Lin. Il y avait aussi Monsieur Tan, il était lui aussi garde du corps. Ces personnes dépendaient de Pong. Question. Vous souvenez-vous s'il y avait d'autres gardes du corps à part Lin et Tan? Réponse. Il y avait 3 ou 4 gardes du corps, mais ils sont tous décédés.
La défense. Je vous remercie. J'aimerais maintenant vous poser des questions au propos du bureau où Pol Pot travaillait, avant la chute de Phnom Penh en 1975. Vous avez dit à la Cour qu'il s'agissait d'un bureau itinérant, ou mobile. J'aimerais que vous nous apportiez quelques précisions quant aux endroits où il se déplaçait avant la libération de Phnom Penh. Combien de fois ce bureau s'est-il déplacé? Réponse. 2 ou 3 fois. Question. 2 ou 3 fois. D'accord. Combien de temps ce bureau a-t-il été en activité au dernier endroit où il était? Le témoin. Vous voulez dire la dernière fois qu'il s'est déplacé? Réponse oui. C'est-à-dire le conseil, oui. Réponse. La dernière fois qu'on l'a déplacé, c'était sans doute en 72 ou 73 ou 74. Question. Donc la dernière fois qu'il s'est déplacé était en 72, 73, 74. Réponse. Je suis certain que c'était en 73 ou en 74. ឆ្នាំ 1975 ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងចុងក្រោយ La défense. Quelques mois avant 1975, où le bureau était-il situé? Réponse. Moi j'étais là même après 75. Question. Pouvez-vous nous dire pourquoi le dernier endroit était considéré comme la base pour ce bureau? Réponse. Le principe voulait que l'on installe le bureau dans un endroit tranquille, proche de Phnom Penh. Question. Y a-t-il une raison militaire de mettre ce bureau dans cet endroit? Réponse. Bien, une autre raison était que cet endroit était au centre. Il était donc plus facile de convoquer les gens à des réunions. Question. Lors d'audience précédente, vous avez dit
que l'endroit choisi pour le quartier général était dans la jungle et pas dans un village. Et qu'il n'était donc pas approprié de dire que le bureau était dans un village. Pouvez-vous nous dire pourquoi ce bureau était dans la jungle? Réponse. Il était plus facile pour nous de garder le secret. Question. Que voulez-vous dire par là? Réponse. Laissez-moi vous expliquer. Cela ne veut pas dire que les gens ne savaient pas où le bureau était. Le chef de village a dit à nos gens qu'on ne pouvait entrer dans le périmètre. Le chef de village n'a pas dit aux gens que c'était l'encart, toutefois il leur a dit de ne pas aller au bureau. Voilà ce que je veux dire par garder le secret. Et lorsque nous étions dans la jungle, nous n'étions pas censés nous déplacer comme bon nous semblait. Seulement une personne pouvait sortir pour aller acheter des biens. Parfois, il fallait même effacer nos traces de pas. Question. Je vous remercie. Pouvez-vous maintenant nous parler de la situation à cet endroit que vous appelez quartier général? Réponse. Le quartier général, c'était une hutte. Quand il y avait des invités, comme par exemple Noen Chea, Bang Hem ou Bang Yangsari, on créait de petites huttes. C'était des petites huttes dans lesquelles une personne pouvait loger, mais il n'y avait pas de murs. C'était les arbres qui étaient les murs. Question. Pouvez-vous dire à la cour combien y avait-il de huttes? Réponse. 5. Si l'on inclut la cuisine. Question. Qu'en est-il du territoire entourant le quartier général? Est-ce que c'était désert? Y avait-il des buissons? Réponse. Il y avait des buissons, des petits buissons. En la province de Kampong Chhnang. យើងចូលសម្លឹងមើលនៅក្នុង Question. Si l'on était debout dans la hutte, était-il possible de voir à l'extérieur? Réponse, oui. Il était possible de voir à l'extérieur. Question, est-ce que l'on pouvait bien voir à l'extérieur? Réponse, écoutez, c'est difficile à expliquer. On pouvait voir jusqu'à 30 mètres au loin. La défense. Je vous remercie. Pouvez-vous nous
décrire les huttes? Vous avez dit qu'il n'y avait pas de mur. Pouvez-vous nous décrire ces huttes? Il n'y avait pas de mur? មានសសរមានដំ Réponse. Il y avait des poteaux et un toit. Un toit fait de feuilles de palme. Et quand il pleuvait, on utilisait une tente pour couvrir la hutte. La défense. Je vous remercie. Vous venez tout juste de dire que c'était des feuilles de palme qui composaient le toit des huttes. Et vous parliez des poteaux, des piliers. De quoi étaient faits ces piliers? Étaient-ils faits en bois ou autre chose? Réponse. Oui, ils étaient en bois, de petits bois. Nous avons aussi utilisé du bambou pour soutenir le toit. Mais il n'y avait pas de briques ou de ciment. Question. Savez-vous à quoi servaient ces huttes? Réponse. Vous voulez dire la hutte dans laquelle j'habitais? Question. Pouvez-vous dire à quoi servaient toutes les huttes au quartier général? Réponse. C'était des huttes pour les cadres, pour qu'ils puissent se reposer. Donc pour les cadres, pour ce qui était des invités, certains devaient dormir dans des hamacs. Une hutte servait de cuisine. Et il y avait aussi des huttes plus petites où l'on stockait des munitions. Nous entreposions les munitions, ou c'était plutôt une petite quantité, de sorte que si elle était détruite, ce n'était qu'une petite quantité qui était détruite. Question. Pouvez-vous nous décrire la taille des huttes? Quelle hutte était la plus grosse et laquelle était la plus petite? Réponse. La plus grosse n'était pas plus grosse qu'une hutte de 10 mètres par 10 mètres. La plus petite, c'était celle où seule une personne pouvait loger. La défense. Merci. Quelle distance séparait les huttes? យុទ្ធជននោះឆ្ងាយពីខ្ទម Réponse. La hutte des combattants était éloignée de celle des dirigeants. 30 ou 40 mètres les séparaient. Certaines de ces huttes étaient construites sous des arbres. Par exemple, s'il y avait deux arbres l'un à côté de l'autre, eh bien, on pouvait mettre une hutte entre ces deux arbres. Question. Monsieur le Président, voilà pour ma première série de questions. J'aimerais maintenant passer
au prochain point. Le président, de combien de temps avez-vous besoin, maître? Microphone. Maître Kongsom-on. Comme je l'ai dit à la Chambre la dernière fois, nous avons besoin d'1 heure et 30 minutes. Et nous n'avons pas utilisé à peine 20 minutes. Donc j'ai besoin d'encore au moins 1 heure. Le président. Vous avez demandé 1 heure et demie. Vous devriez peut-être utiliser votre temps de façon plus efficace et devriez porter vos questions sur l'essentiel du sujet. Donc, et peut-être aurez-vous besoin de moins de temps. Le témoin dépose depuis plusieurs jours. Demain, il n'y a pas audience car c'est un jour férié. On pourrait peut-être poursuivre jusqu'à 4h30 pour vos questions, de sorte de conclure la comparution de ce témoin aujourd'hui. Croyez-vous terminer vos questions, avoir terminé avant 16h30? Maître Kongsom-on, je vous remercie, Monsieur le Président. Nous avons 4 sujets, 4 types de questions, enfin 4 séries de questions à poser aux témoins. Nous avons terminé 1, il en reste 3. Et nous avons reçu une missive de la juriste hors classe disant que la défense de Kyu-Sampan pouvait utiliser du temps mercredi pour poser des questions aux témoins. Le président, merci. Eh bien, il est impossible de mettre fin à la comparution du témoin aujourd'hui. Nous apprécions la compréhension et l'indulgence du témoin, car nous devons lui poser des questions supplémentaires. C'est pourquoi nous vous demandons, monsieur le témoin, de revenir mercredi matin. Et nous vous assurons que vous aurez terminé de comparaître avant la première interruption des débats, mercredi. Votre conseil va vous accompagner. Le moment est venu de lever l'audience pour aujourd'hui. Nous reprendrons les débats mercredi. Mercredi 2 mai, à 9h du matin. Huissier l'audience, veuillez entrer en contact avec la section d'appui aux témoins et victimes, et témoins et experts selon l'interprète, pour assister le témoin, de s'assurer qu'il soit de retour au prétoire mercredi. Garde de sécurité, veuillez ramener tous les accusés au centre de détention et les raccompagner au prétoire mercredi le 2 mai 2012. Avant 9h, l'audience est levée.